Et vous dire que, comme vous l'avez remarqué, à moins que des gens vous aient réclamé de l'argent pour venir ce soir, ce qu'il faudrait dénoncer immédiatement, ces conférences sont gratuites. Et si elles sont gratuites, c'est parce qu'il faut bien qu'il y en ait qui payent. Et donc nous avons des parrains, nous avons des sponsors, et nous avons la Mutuelle Générale, qui nous suit depuis le début de cette opération, depuis le début de ce Tour de France. C'est Stéphane Ganac, qui est directeur administratif et financier de la Mutuelle Générale, va nous dire un petit mot pour lui aussi nous accueillir. Merci d'être notre partenaire. Merci Michel de me donner la parole quelques instants. Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux dans la Mutuelle Générale d'être partenaire du club Santé Débat. La mutuelle et une mutuelle, ça rembourse des soins, ça rembourse des frais de santé, mais ça fait aussi de la prévention, et c'est la façon dont on conçoit notre rôle dans la protection sociale à la Mutuelle Générale. Donc ces conférences, le club Santé Débat, c'est dans le cadre de notre démarche de prévention, aller au-delà d'un simple remboursement, répondre à vos questions grâce à Michel et à ses invités. Et puis ça montre aussi dans le débat actuel, il y a beaucoup de médecins et de futurs médecins dans la salle, que les mutuelles et les médecins, ça peut bien s'entendre et ça peut agir ensemble pour la prévention. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Enfin, un petit mot de notre autre partenaire qui est chez lui, ici, c'est ADAP Service, c'est les aides à domicile qui aident considérablement toutes les personnes âgées, notamment qui ont besoin d'aide chez elles pour pouvoir s'en sortir. Je vais demander à Dominique Léry, sa présidente, de venir également nous dire quelques mots. Merci aussi de nous accueillir chez vous, parce que c'est chez vous, Clermont, finalement. Exactement, je suis ravie de vous accueillir à Clermont pour cette dernière conférence du Club Santé Débat que nous avons suivie, comme vous le disiez, tout au long de cette année en tant que partenaire. Et puis bien sûr, Clermont-Ferrand, c'est la terre fondatrice d'ADAP Service, qui est proche du médical, puisque nous permettons à des personnes âgées et handicapées de rester à leur domicile dans les meilleures conditions possibles. Et donc, symboliquement, c'est très intéressant que vous finissiez par Clermont-Ferrand. Et puis, vous voyez, je crois qu'on a réussi le pari de remplir la salle. Ouais. Pour rebondir sur nos discussions de ce matin. Ça prouve le dynamisme et l'intérêt que les Clermontois ont pour tous ces sujets. Et donc, je vous remercie toutes et tous d'être ici ce soir. Merci beaucoup pour votre partenariat. Alors, ce soir, on va parler d'un thème qui devient un véritable problème de santé publique, tellement il couvre de domaines. Il y a 20 ans, quand on parlait des buveurs excessifs, on disait en gros alcooliques. Quand on évoquait les héroïnomanes, on parlait de toxicos. Quand on osait parler de ceux qui ne pensaient qu'à la bagatelle, on disait obsédés. Aujourd'hui, on va regrouper un petit peu tout sous le terme d'addiction. Parce qu'on sait notamment maintenant que tous ceux dont j'ai parlé ont plus ou moins, et on va le voir ce soir, le même, ce qu'on va qualifier de dérèglement, mais c'est bien sûr pas aussi simple que ça, cérébral. En tout cas, il se passe des choses similaires dans certaines zones du cerveau, et vous allez voir que ce n'est pas forcément sous l'effet de substances. On va parler d'addiction à l'alcool, au tabac, au cannabis, à la cocaïne, au sexe. Mais on va aussi parler d'addictions plus récentes aux SMS, à Facebook, aux réseaux sociaux, aux jeux. Et on va aborder tout ça ce soir pour essayer non seulement, bien sûr, d'aider ceux qui en souffrent, mais pour essayer aussi de s'intéresser à ceux qui ne sont pas directement victimes de l'addiction, mais qui en sont touchés quand même. C'est l'entourage qui souffre énormément quand il y a des gens addicts dans les proches. Et pour m'aider et répondre à vos questions, je vais demander à deux personnes de venir sur ce plateau. Le professeur Pierre-Michel Lorca, qui est chef du service du CHU, chef du service psy du CHU de Clermont-Ferrand. Et vous nous faites une grande ovation à Florence Morel, qui flippe la pauvre à l'idée de venir. Florence Morel, qui est psychologue au CHU de Clermont-Ferrand. Et déjà, Florence, un petit mot, parce que vous avez initié un programme d'action de prévention dans les milieux scolaires à propos de ces addictions, c'est-à-dire que vous alliez dans les lycées, dans les collèges, pour parler de toutes ces substances et de toutes ces addictions. Concrètement, ça se traduisait par quoi ?
Alors c'est un programme qui effectivement avait pour premier public les adolescents. L'objectif c'était de partir un peu des idées reçues qu'ils pouvaient avoir sur les différents produits, partir du principe que les adolescents connaissent déjà beaucoup de choses sur l'alcool, le tabac, le cannabis, et d'aborder donc ce sujet avec eux, et ensuite de mettre avec eux sous forme de jeu de rôle, d'essayer de leur apprendre dans une situation sociale à certaines compétences sociales qui sont par exemple le refus, parce qu'on sait que de nombreuses consommations débutent parce que dans un groupe, on est par exemple incité par d'autres à consommer. Donc voilà, l'objectif c'était vraiment de leur transmettre des compétences psychosociales pour arriver à résister à la pression des pairs, apprendre à dire non, sous forme assez interactive pour Savoir dire non. susciter l'intérêt. Voilà. On va essayer de voir, parce que nous aussi, on ne dit pas toujours non. Parfois, on a c'est invité bien pour chez ça des que gens, je suis ici, ça nous ennuie et on dit oui. Donc, c'est pas forcément d'addiction, mais enfin, on pourra en parler. Donc, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les jeux de rôle, c'est pas des jeux où on se marre. Parce que les jeux de rôle, elle dit ça comme si tout le monde savait, mais c'est les jeunes qui connaissent bien les jeux de rôle. Autrement dit, on prend le rôle de quelqu'un pour se mettre en situation. Et parfois, on se marre. On va d'abord faire un petit état des lieux avec ce que vous allez voir ici, les chiffres, les statistiques. Vous voyez que les conduites addictives interviennent dans environ 30% de la mortalité prématurée, c'est-à-dire de la mortalité avant 65 ans. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que si vous mourrez à 66 ans, on ne parle pas de mort prématurée. Voilà, c'est l'heure. C'est pas grave, en gros. Je trouve que 66 ans, c'est particulièrement jeune, mais enfin bon, là, d'après les statistiques, la consommation de substances psychoactives est responsable en France de plus de 100 000 décès évitables par accident, par maladie, dont près de 40 000 par cancer. Et vous voyez ici que les addictions arrivent dès le collège. On passe en revue un certain nombre de choses, on reviendra en détail tout à l'heure. L'alcool, alors, il y a ceux qui déclarent en avoir bu, mais on n'est pas forcément dans l'addiction, heureusement. Le tabac, vous avez quand même en troisième 16% des élèves. La troisième, ils ont 13 ans, à peu près. Vous avez 16% des élèves qui fument déjà tous les jours. Et le cannabis, un collégien sur 10 dit l'avoir expérimenté en 2010. Est-ce que déjà ces chiffres sont en constante augmentation, comme on peut l'imaginer, depuis des années ou pas ? C'est en augmentation très importante pour le cannabis. La France a fait beaucoup d'efforts dans les 20 dernières années pour rejoindre le peloton de tête des consommateurs de cannabis. Et les jeunes ont été particulièrement actifs, donc c'est bien. Et en ce qui concerne le tabac, ça ne bouge pas. C'est les filles là, qui ont fait beaucoup d'efforts pour rejoindre les garçons. Parce qu'avant, c'était classiquement les garçons commençaient plus tôt et fumaient plus que les filles. Mais là, il y a eu un effort très très important au cours des 10 dernières années. Donc les filles maintenant commencent quasiment aussitôt que les garçons et atteignent des niveaux comparables. Donc en fait, il y a quand même une progression de ce côté-là. Pour l'alcool, ça ne bouge pas beaucoup. Malheureusement, en Auvergne, on est plutôt, on va dire, meilleur que les autres. C'est-à-dire on consomme de manière plus aiguë, de manière plus importante. En ce qui concerne le cannabis, on est un petit peu au-dessus de l'expérimentation. Le tabac, on est à peu près équivalent. Donc en fait, un problème quand même assez réel ici, avec une évolution quand même qui a été vraiment notable pour le cannabis. Pour le reste, ça ne progresse pas comme ça devrait progresser, mais le cannabis est vraiment notable et important. Alors, quand on boit, quand on fume, on peut même dire quand on a un orgasme, on va faire intervenir ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Vous allez voir ça sur une vidéo et après on y revient. Les cellules nerveuses et les substances impliquées dans la dépendance constituent le circuit de la récompense. Il est composé de 2 zones qui communiquent entre elles, le noyau accumbens et l'aire tegmentale ventrale. C'est un peu compliqué, on va voir ça de plus près. Les neurones communiquent entre eux en s'envoyant des informations sous la forme d'influx nerveux. L'influx passe le long de l'axone, le prolongement du neurone, et il arrive à la jonction entre 2 neurones, c'est la synapse. L'influx déclenche alors la production de dopamine, un messager chimique. Ce sont ces billes vertes que vous voyez. Elles font la navette entre le neurone qui émet l'information en bas et le neurone récepteur en haut. Celui-ci sélectionne les informations dont il a besoin, en l'occurrence le message de bien-être. Voilà un exemple concret avec le plaisir de manger. On a d'abord faim, on mange, puis on a un sentiment de bien-être car la dopamine a été sécrétée au niveau du circuit de la récompense.
Quand il s'agit d'une drogue, les choses se passent un peu différemment. Ces molécules de nicotine, par exemple, que vous voyez sous forme de billes roses, se fixent au niveau des neurones récepteurs. Elles empêchent ainsi la recapture de la dopamine qui va s'accumuler et le cerveau va baigner dans la dopamine. D'où les sensations de bien-être, d'euphorie propres aux drogues. Voilà, alors on vous a expliqué, bien sûr, on a essayé de synthétiser, de vulgariser. Il se marre en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ça s'appelle de la vulgarisation, professeur. Alors, Non, c'est bien. hein, c'est bien. C'est tout à fait explicite. Très bien, merci. Je dirais ça à Benoît Thévenet, dont vous avez peut-être reconnu la voix. Alors, il y a ce circuit de la récompense, et puis on se demande aussi s'il n'y a pas un caractère un petit peu héréditaire. Encore une fois, on va revenir sur les différentes addictions, mais là, pour rester plus général, un caractère héréditaire à l'addiction. Parce que je crois qu'il y a des travaux de Cambridge qui montraient qu'il y avait qu'un enfant d'usager de drogue avait 8 fois plus de risques de développer une dépendance. Alors, est-ce qu'il y a une hérédité de l'addiction ? Il y a une hérédité de l'addiction. Toutes les pathologies addictives sont liées à des facteurs génétiques. Il y a eu des grosses études récemment qui mettent en évidence ça. Le problème, c'est que, par exemple, quand on identifie c'est quoi l'hérédité, donc soit l'hérédité, c'est purement génétique, donc il y a une dimension génétique. Pour la dépendance au tabac, on a identifié des caractéristiques génétiques chez les sujets qui sont plus facilement dépendants au tabac. Donc ça explique cette dépendance-là. Vous avez ces gènes-là, cette caractéristique des gènes, vous avez plus de risque d'être dépendant au tabac. Mais à côté de ça, si vos parents fument et que vous les voyez fumer, eh ben vous augmentez le risque de manière beaucoup plus importante. Donc en fait, il y a la conjonction des deux choses. Et quand on parle d'hérédité, c'est le patrimoine génétique. Vos parents, ils vous lèguent un patrimoine génétique. Bon, c'est clair, d'accord, c'est la biologie. Mais aussi, ils sont dans les éléments fondateurs de l'environnement dans lequel vous grandissez. Et la valeur de l'exemple, du modèle, de la représentation, c'est un élément important. Et en fait, c'est assez classique. Dans le développement, les enfants, quand les parents fument, ils s'opposent à eux, vous savez, à l'école primaire et à la bascule du collège, dans la période pré-pubertaire. Alors maintenant, la puberté devient de plus en plus tôt et il y a des modifications des comportements plus précoces, mais 10-11 ans, et bien là, tout d'un coup, ce qui était la revendication, mais non, il ne faut pas fumer parce que ça, c'est le message qui passe à l'école primaire, etc., devient quelque chose qui est plutôt proche d'une représentation de ce qu'est le passage à l'adulte et qu'est-ce qu'on est quand on est adulte, ben on fume. Donc en fait, l'hérédité, oui, la génétique, bien sûr, mais c'est rien par rapport à l'environnement. Alors, est-ce que quand une mère fume une femme enceinte fume, est-ce que des études ont montré que le fœtus, qui sera plus tard enfant, adolescent, adulte, sera plus sujet à l'addiction au tabac, par exemple? Est-ce qu'on sait ça? Alors, il n'y a pas de données qui permettent de démontrer ça, qui sera plus sujet à l'addiction au tabac. Mais en tout cas, ce qui est sûr, il y a plein d'études, c'est absolument spectaculaire. Alors, il y a des études sur des modèles animaux, par exemple, où on voit des rats enceintes et on voit le développement du cerveau du petit embryon rat pendant, si on administre de la drogue, quelque sorte de drogue à sa mère. Et en fait, on se rend compte que ça modifie le développement cérébral. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très compliqué. On sait que ça a un impact, mais en fait, il suffit de sortir dehors, qu'il y ait de la pollution, etc. Il y a un impact sur ces aspects-là. Donc en fait, une fois de plus, c'est une sommation de choses. Donc, sinon, on ne fait plus rien. On habite dans une boîte et puis on n'est pas confronté à l'environnement. Mais il est clair que le fait d'être soumis, dès la vie intra-utérine, dès le début de son existence, d'être soumis à des substances psychoactives, ça a des conséquences. Alors de dire de manière très causaliste, la mère a fumé, les enfants fumeront, je crois qu'il ne faut pas, on ne peut pas, et il ne faut pas dire des choses comme ça, parce que ça aboutit à des phénomènes de culpabilisation qui ne servent à rien. Ouais. Mais par contre, c'est clair qu'on ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien. Florence, la perception du tabac chez les jeunes aujourd'hui, on dit que finalement, ça ne baisse pas tant que ça, la consommation de tabac chez les jeunes. Les cigarettiers sont très très forts pour ça, puisqu'ils vous mettent même du chocolat, ils vous mettent tout un tas de choses pour vous donner envie de fumer. On arrive à avoir un secrétaire d'État au budget, Cahuzac, qui lui-même est médecin et qui empêche de passer au paquet qui se ressemblent tous, c'est quand même un truc extraordinaire. La perception qu'en ont les jeunes aujourd'hui, c'est comme à notre époque à nous, c'est-à-dire que
finalement savoir que si on fume à 18 ans et qu'on risque d'avoir un cancer du poumon à 50, on s'en fout? Alors du coup, la perception ces dernières années, elle devient de plus en plus négative du produit en lui-même, du tabac, c'est vrai, mais effectivement, ça n'a pas forcément d'impact sur les consommations. Par contre, après, il y a une chose différente, c'est le sentiment d'invulnérabilité. Même si effectivement, je sais que le tabac, c'est pas bon pour la santé, c'est en aucun cas un motif pour ne pas consommer. Il y a beaucoup de choses qui rentrent. C'est ça être jeune, hein. Ouais. Être invulnérable. Ouais. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous leur faites passer comme Mais, message du coup, nous, notre objectif, c'est vraiment d'expliquer très objectivement les risques avec une cigarette, mais aussi justement l'influence du marketing. Enfin, je veux dire, sur quoi on joue pour justement inciter à consommer, justement sur la couleur des paquets, la forme des paquets, sur tout un tas de choses. En fait, les jeunes, ils n'aiment pas trop qu'on les manipule, et on essaie de mettre en évidence que quelquefois, le paquet de cigarettes, c'est du marketing et qu'ils sont manipulés pour consommer de plus en plus jeunes. Des cigarettes, on verra plus tard, dans lesquelles on a rajouté plein d'additifs pour diminuer en fait, le goût du tabac et attirer. Oui, on va le voir. On peut le voir d'ailleurs. Tiens, vous allez voir le schéma d'une cigarette. Alors, on n'a pas représenté. Il y a 4000 substances dans une cigarette, mais vous voyez que là, je ne sais pas si vous arrivez à voir tout ce qu'il y a là. Alors, en fait, quelles sont les substances dans la cigarette, en dehors de la nicotine, ça on le sait, qui sont addictives, en dehors de. La principale substance addictive dans la cigarette, c'est la nicotine. Après, il y a tout un tas d'additifs qui sont rajoutés pour renforcer le pouvoir addictif de la nicotine. Alors, les additifs, on ne met pas en évidence qu'ils ont un pouvoir addictif en tant que tel. Mais par contre, ils potentialisent l'effet addictif de la nicotine. Oui. C'est-à-dire que sans ces additifs-là, on serait moins accro au tabac. Il y aurait la nicotine, donc on serait accro au tabac, mais les additifs servent alors, de différentes manières. Déjà pour améliorer le goût de la fumée du tabac, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'additifs, j'aurais moins de goût à fumer une cigarette parce que la fumée serait très âpre, par exemple, ça m'arracherait la gorge, donc je fumerais moins. Et donc oui, pour cette raison-là. Après, ça augmente aussi la rapidité avec laquelle la nicotine arrive au cerveau. Vous parliez du circuit de récompense et la libération de dopamine. Ce qui fait qu'on est dépendant d'un produit, c'est la rapidité avec laquelle il envoie un message de plaisir à mon cerveau. C'est-à-dire, plus le délai est court entre le moment où j'inspire le produit, il arrive à mon cerveau, plus je vais être dépendant. Et donc les additifs renforcent justement la rapidité d'action dans le cerveau. On va voir comment ça marche d'ailleurs avec une vidéo. Le tabac est responsable de 60 000 décès par an. Il agit à plusieurs niveaux. Il accélère le rythme cardiaque, augmente la tension artérielle et endommage les artères. Il y a donc 2 fois plus de décès par infarctus du myocarde chez les fumeurs. Toutes les artères sont concernées, y compris celles du cerveau. Le tabac augmente donc le risque d'accident vasculaire cérébral. Il provoque des bronchites chroniques et favorise le cancer des poumons, tout comme les cancers du larynx, du pharynx, de l'œsophage et de la langue. Et le cannabis ? Eh bien, le cannabis a les mêmes effets que le tabac avec un risque augmenté de cancer. Il provoque de l'anxiété, des troubles de la concentration et il augmente les risques de dépression et de psychose. Alors ça, c'est les conséquences donc sur la santé, sur le cerveau. On a vu aussi les accidents vasculaires cérébraux. Il y a certains jeunes qui se mettent à fumer comme ça pour essayer, comme tout le monde, et puis qui s'aperçoivent que finalement c'est un déstressant. Alors je ne parle pas du cannabis, on va y revenir tout à l'heure, mais que le tabac est un déstressant. On dit aussi que c'est un antidépresseur. Est-ce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ceux qui fument beaucoup finalement ont du mal à s'en passer ? En fait, le tabac, la nicotine, c'est un très bon produit. Hormis le fait que ce soit addictif, parce que c'est ce qu'on appelle un produit procognitif, c'est-à-dire ça augmente les performances cérébrales, on le constate sur des modèles animaux ou même en expérimentation en tant que tel, premièrement. Et deuxièmement, c'est aussi quelque chose qui a une action de diminution de l'anxiété par soi-même, une action pharmacologique, mais avec une sorte, ce qu'on appelle une action biphasique, pour jargonner un peu, c'est-à-dire ça diminue l'anxiété d'abord, et quand on en consomme pendant longtemps, ça l'augmente. Et ça, c'est constaté. Donc en fait, effectivement, fumer, ça fait de l'effet. Sinon, on ne fume pas, c'est pas très agréable, etc., etc. Donc, sinon, on ne fume pas, et cet effet-là est quand même recherché. Il faut savoir ensuite qu'à côté de ça, dans les cigarettes, il y a aussi des substances qui sont antidépressives en tant que telles. Il y a 2 types d'antidépresseurs qui existent et qui ont cet effet qui renforce. Donc, au total, c'est clair que la cigarette, par elle-même, c'est un produit psychotrope qui a une efficacité plutôt positive. Le problème, ce qui rend malade avec la cigarette, c'est pas la nicotine. La nicotine, ça rend addict. C'est le goudron. C'est le goudron. Je veux dire, les cancers, les conséquences des cancers, les bronchites chroniques, etc., c'est le goudron. Et dans ce cas-là, on a un truc qui est compliqué, parce que d'un côté, on a quelque chose qui produit un effet agréable,
qui renforce l'addiction, mais bon, qui par soi-même n'est pas vraiment dangereux. Et de l'autre côté, c'est associé à quelque chose qui, soi-même, à l'exposition, le goudron, produit la maladie. Alors, les gros fumeurs, enfin les fumeurs qui sont addicts, peuvent parfois... tout le monde essaye d'arrêter de fumer un jour au moins dans sa vie. Et puis finalement, on ressent des symptômes. Je ne vous parle même pas de la prise de poids, qui est un problème dans la reprise du tabagisme, mais ont des symptômes autres même que cette simple prise de poids, une irritabilité, un manque. Et regardez les symptômes de manque. Vous avez des pulsions, bien évidemment, vous êtes nerveux, le sommeil n'est pas terrible, on a tendance à ne pas être très en forme, on n'arrive pas à se concentrer, puisque c'est la conséquence de ce que vous disiez sur les effets de la nicotine positifs, hein, cette fois-ci. Pour savoir si on est accro, si on est addict au tabac, les médecins aiment bien faire passer un test qui est le test de Fagerström, qu'on va, je crois, voir. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire tout ce qu'on pose comme question, enfin, de loin, là, vous y arriverez. Le matin, votre première cigarette, est-ce qu'on trouve difficile de s'abstenir dans les endroits où c'est interdit? Combien de cigarettes par jour en moyenne, etc. Ce test est utilisé. Oui, très largement. Le truc qui est super discriminant, c'est le temps qui sépare le lever de la première cigarette. C'est un truc très marqueur de l'intensité de la dépendance. Si vous mettez moins de 5 minutes, c'est quand même le signe que vous êtes extrêmement dépendant. Parce que d'ailleurs, un des problèmes, hein, c'est la nuit, quand vous dormez, vous ne fumez pas, et en fait, vous vous réveillez en état de manque. Les grands addicts se réveillent la nuit. Ils sont obligés de se réveiller parce qu'on se réveille en état de manque, tout simplement. Donc en fait, on se réveille en état de manque, on n'est pas bien et on a besoin d'une cigarette. Alors effectivement, la cigarette, le café, le journal, c'est une sorte de rituel agréable, mais c'est un rituel qui effectivement relève de ça. Et c'est vraiment un des facteurs très, très, très discriminants. Et après, on voit bien que les autres trucs, c'est vraiment typiquement, les autres questions, ça a à voir avec ce qu'est l'addiction. C'est-à-dire, on fait quelque chose... Même quand on n'est pas en situation de le faire, on ne peut pas s'en empêcher parce que ça devient quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et fumer, essayer de fumer dans des endroits où on voit de moins en moins, mais ça arrive encore, des gens qui se mettent à fumer dans les avions alors qu'à l'heure actuelle, c'est quand même très compliqué. Il faut avoir envie de prendre une sacrée amende. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai vu encore il y a 2 mois, et c'est quand même totalement idiot. Et je pense que la personne qui a été fumée, c'était pas un idiot, mais c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à se contrôler dans une situation où il s'est mis en situation sociale difficile. Donc voilà, on est et là, vraiment... vous avez fait une consultation dans le... Non, dans les avions, il vaut mieux éviter parce que c'est fermé, on ne sait jamais, on est obligé de l'attacher. Secret médical et tout, on peut pas, il faut le faire devant tout le monde. Exactement. Alors pour les gens qui sont très addicts, très accros au tabac, on sait que maintenant on a la chance de disposer d'un certain nombre de traitements, des patchs, des gommes, même des médicaments à prendre par la bouche. Finalement, aujourd'hui, quand on veut vraiment arrêter de fumer, même si on est très dépendant, on a tout à notre disposition pour y arriver ou pas. L'idée, la seule truc qu'il faut penser quand on veut arrêter de fumer, c'est que c'est le problème de l'addiction, c'est qu'en fait c'est une maladie qui rechute. Donc en fait il faut savoir qu'on risque d'échouer, qu'on va recommencer. Et ça c'est le truc qui est le plus désespérant dans toutes les pathologies. Pour la cigarette, les gens se disent c'est difficile, mais on a tout pour arriver si on s'en donne les moyens. Les gens qui disent la réalité c'est toujours la même chose, c'est que la fumée c'est pas une question de volonté. S'arrêter de fumer c'est pas une question de volonté, c'est une maladie qui présente des difficultés. Donc il y a un certain nombre de gens, à peu près 60% des gens qui arrivent à s'arrêter de fumer spontanément, mais il y a 40% des gens qui n'y arrivent pas. Et donc en fait quand on utilise les moyens, c'est ce que je disais, par exemple les patchs. Les patchs c'est quelque chose qui marche très bien. Mais ça marche très bien si c'est bien employé, c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça fait? C'est un traitement de substitution, c'est-à-dire au lieu d'inhaler la nicotine, on n'a pas le goudron, mais on a la nicotine, l'effet agréable. Mais par exemple, si on fume beaucoup, il faut mettre beaucoup de patchs, c'est-à-dire beaucoup se charger en nicotine. Le dogme initial de dire on ne peut pas fumer, avoir des patchs, c'est une bêtise. Maintenant, à l'heure actuelle, on en est revenu. Il faut favoriser que les gens diminuent leur consommation en se substituant au bon niveau. Donc on a tout un tas de techniques, on a beaucoup progressé à l'heure actuelle avec des stratégies qui sont beaucoup plus affinées, des médicaments, enfin bon, il y a tout un tas de choses qu'on peut utiliser et donc qui fournissent des outils. Mais il faut garder la ligne de base de se dire rechuter, c'est pas très grave. Ça fait partie du truc, ça fait partie entre guillemets du jeu. Ça veut dire qu'on a un risque important, mais c'est pas parce qu'on a un risque, qu'on a subi un échec, qu'on est nul, que ci, que ça. C'est un élément très important par rapport aux patients de leur faire comprendre que ça fait partie des choses. Et si ça fait partie des choses, il faut faire avec, parce que c'est vraiment essentiel, parce que tant pis, on recommencera, et puis voilà, quoi.
On va regarder les stats maintenant sur le cannabis. On l'a dit au début, c'est un problème énorme. Il faut vraiment être débile aujourd'hui en France pour ne pas pouvoir trouver du cannabis. C'est-à-dire quelqu'un qui cherche du cannabis, s'il n'en trouve pas, il doit être hospitalisé pour un problème d'orientation. Parce que à l'hôpital, il en trouvera, il n'y a pas de problème. Mais partout. Ne vous inquiétez pas. Même au supermarché, vous devriez pouvoir en trouver. Donc aujourd'hui, il y a un problème d'accessibilité au cannabis qui fait qu'on ne se pose même plus la question de savoir comment on va en trouver. Et vous voyez que les statistiques font peur. Vous les lisez comme moi. Alors fumer un joint une fois dans sa vie, à la limite, c'est pas dramatique. Quand on est obligé le matin pour démarrer de se fumer son cannabis et puis son joint et puis d'en fumer 4 dans la journée pour pouvoir tenir, là, ça devient plus problématique. Alors justement, la position des ados par rapport au cannabis, Florence, c'est la même que celle pour le tabac. Je suis invulnérable, je peux fumer des joints et m'arrêter quand je veux. Oui, il y a un petit peu ça. En plus, surtout qu'il y a cette idée reçue chez les jeunes que le cannabis ne rend pas dépendant physiquement, ou beaucoup plus faiblement dépendant physiquement. C'est toujours la drogue douce voilà, par excellence. Exactement, c'est exactement l'idée reçue qu'on a c'est la drogue douce par excellence, et avec une totale ignorance des effets qu'il peut y avoir sur leur scolarité, enfin sur tout un tas de choses. Et quand vous leur parlez de ça, ils sont comment? Alors, quelquefois, ils apprennent, ils découvrent justement les conséquences que ça peut avoir au niveau psychiatrique et au niveau physique. Et par exemple, quand on fait le parallèle entre la nocivité d'une cigarette comparée à la nocivité d'un joint de cannabis, ils sont assez surpris de constater qu'un joint de cannabis est 7 fois plus nocif en termes de goudron et de monoxyde de carbone qu'une cigarette. Donc... cannabis, vous avez vous, dans votre service, une consultation dédiée au cannabis. Est-ce que ce sont les jeunes qui viennent d'eux-mêmes? Et s'ils viennent, c'est pourquoi à quel moment ils se rendent compte qu'ils ont un vrai problème avec le cannabis? Alors, il y a deux cas de figure. Hein. Il y a des cas de figure qui sont malheureusement, les plus graves, c'est où on a des consultations qui sont liées à l'apparition de conséquences importantes, hein, donc pathologies diverses et variées, ou si ce n'est pas encore des pathologies, des problèmes de désocialisation. Et puis des fois des circonstances dans lesquelles c'est la pression familiale qui sont associées à des difficultés, etc. Donc en fait, c'est assez complexe, hein, parce qu'il y a à la fois l'effet propre du cannabis, hein, qui est un produit qui est quand même spontanément très anxiolytique aussi, ça détend, hein. Quiconque a fumé un joint sait que ça détend, mais comme l'alcool, et donc en fait, ça détend, il y a cet aspect-là, donc ce que ressentent les gens, puis il y a tout l'aspect qui était évoqué, hein, c'est-à-dire l'accessibilité, le fait que tout le monde fume, et que on a vu les chiffres, hein, on est dans quelque chose qui devient une norme sociale, hein. Donc à partir du moment où vous avez autant de gens qui consomment pas, vous avez beaucoup de chances de vous retrouver dans des situations dans lesquelles il faut arriver à dire non. Et on ne sait pas dire non. Et on ne sait pas dire non. C'est là où le travail de Florence. Et là aussi, vous leur... Parce que la difficulté, j'ai des ados qui, bien évidemment, j'ai longuement parlé de tout ça, mais la difficulté, c'est de leur dire, voilà, c'est pas parce que les autres font qu'il faut que tu fasses. Et c'est pas parce que tu refuses que tu passeras pour un bonnet. Exactement. Et c'est tout le problème. Là encore, on revient sur savoir dire non. Exactement. Et surtout, que c'est difficile, voilà, et que ça s'apprend. Et que c'est normal des fois d'être un peu influencé par les autres parce qu'on a envie de faire comme les autres. On n'a pas envie d'être rejeté du groupe à cet âge où appartenir à un groupe et avoir une certaine image est extrêmement important. Donc on n'a pas envie d'être exclu du groupe. Et on pense qu'en disant non, on peut être exclu du groupe. Alors c'est faux. Est-ce qu'on arrive à leur expliquer aussi que c'est pas bon pour le cerveau, le cannabis? Parce que ça a beau être perçu comme une drogue douce, des études ont montré qu'il était neurotoxique, hein, que le cannabis était neurotoxique, ça nuisait gravement même au quotient intellectuel. Est-ce que ça, c'est un message qui peut toucher des ados ou des étudiants qui savent qu'ils ont besoin de tous leurs neurones pour réussir? À mon avis, alors d'abord, quand même, malgré tout, il faut tempérer ce truc-là parce que c'est des données qui peuvent se discuter. Ça veut dire qu'en fait, le problème, c'est exactement comme avec le tabac, on n'est pas tous fait pareil, pas tous égaux. Il y a des gens qui fument du cannabis et ça leur fera rien du tout et ça va pas atteindre leur cerveau ou quoi que ce soit. Et en fait, dans les études qui ont mis en évidence ces atteintes-là, on peut penser quand même que c'est vraiment des gens qui ont peut-être un patrimoine génétique particulier, donc une vulnérabilité, et puis qui vivent dans des conditions particulières, chez qui ça arrive. Et puis deuxièmement,
dans le message qu'on a, c'est en fait la différence entre quand on dit bah, ça peut faire ça et moi ça me fait, c'est pas du tout la même chose. Et on a souvent, en particulier quand on est adolescent, mais même quand on est adulte, une difficulté de passer du général au particulier. C'est-à-dire en quoi ça me concerne. Oui, mais enfin moi, mon cerveau il marche bien et c'est pas un problème. Donc en fait, on essaye de, une fois de plus, il faut essayer de faire d'utiliser des moyens de discussion, des techniques pédagogiques qui sont un peu, qui essayent de ne pas avoir un message trop descendant, parce que sinon, les adolescents peuvent percevoir que quand ils fument 4 pétards par jour, ça les met dans un état particulier. Et ils peuvent arriver à en dire des choses, et dans des groupes de pairs où on fait discuter des adolescents ensemble, etc., ben, ça fonctionne mieux que si moi je leur dis ça va t'abîmer le cerveau. Et les parents, quel est leur... Il y a plein de parents ici ou de grands-parents qui peut-être savent que leurs enfants ou leurs petits-enfants fument des joints de temps en temps. À partir de quand des parents doivent commencer à se poser la question de l'addiction, puisque c'est le thème de ce soir, et non pas d'un ado qui fume un joint le samedi de temps en temps parce qu'il a envie de se détendre un petit peu. À partir de quand ça devient inquiétant ? Ça devient inquiétant quand il y a des conséquences sur la vie sociale, c'est comme tout, c'est-à-dire quand on commence à s'isoler, quand on commence à avoir un infléchissement des résultats scolaires, quand on commence justement à se séparer de ses copains plus ou moins, quand on commence à fumer tout seul, ce genre de choses. Après, il faut faire attention au côté, il ne faut pas être moralisateur, parce qu'après, est-ce que c'est une question de morale, on peut en discuter, mais c'est un autre problème. Enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue médical, c'est pas de ça dont il s'agit. Le problème, c'est que, en fait, c'est un comportement très répandu. Ok, on n'est pas tous vulnérables pareils, et l'immense majorité des gens qui ont consommé, ils n'auront pas de conséquences, ok. Mais on ne sait pas à l'avance qui va avoir des conséquences. Donc en fait, il faut quand même garder le message, en tout cas d'un point de vue parental, parce que les parents, maintenant on arrive dans des générations où des parents ont fumé, puis ils ont arrêté de fumer plus ou moins, ou de temps en temps ils fument encore, puis ils ont des enfants qui sont adolescents. Et bon, ils se disent, oh, moi, ça m'a rien fait. Et donc, en fait, ils ont une position. Donc, en tant que parents, ils se disent, oh non, c'est pas bien. Enfin, bon, d'un autre côté, au fond d'eux, ils disent, oh, moi, je m'en fous. En fait, bien sûr, mais peut-être que l'adolescent, c'est son histoire personnelle qui fait que ça va devenir dangereux pour lui. Donc, il faut faire attention à un discours où on n'est soi-même pas en cohérence et on n'est pas très clair avec ce qu'on en pense. Je veux dire, je pense que ce qu'on a fait, etc., c'est partie de notre histoire, notre adolescence, notre jeunesse, etc. Quand on est parent, on a une autre position. On peut discuter avec ses enfants, mais pas leur raconter des histoires autour de ce qu'on a vécu soi, parce que je pense que c'est pas très productif. Il y a des moments pour tout. Qui doit être l'interlocuteur alors de ces ados? Parce que, d'abord les parents. Alors à mon avis, c'est vraiment les parents qui sont les interlocuteurs de premier rang pour l'immense majorité des ados. Je pense que ce n'est pas un problème à éviter, c'est quelque chose dont il faut parler. Alors, il ne faut pas faire, on s'assoit à table, mon chéri, on va te parler maintenant, assieds-toi bien, tiens-toi droit, c'est important, je veux te dire quelque chose. Donc, les bébés, etc., puis maintenant le cannabis. Donc, il ne faut pas faire comme ça, je crois que c'est important. Il faut le faire quand même, je veux dire, discuter. Quand on parlera de sexe tout à l'heure, c'est pas facile. Exactement. Parfois, on s'assoit, mon chéri, voilà. tu as ta mère, une copine, ta mère, moi, maman, les papa, abeilles, voilà. Ce genre de choses, donc il faut essayer de faire attention. Par exemple, on commence à discuter football et après on peut parler cannabis. Je pense que c'est assez adapté. Pas parler adapté. football entre nous. Non, c'est vrai. Pardon. Juste pour que vous sachiez, c'est pas du private joke, mais on a parlé un petit peu pour préparer la conférence tout à l'heure et pour détendre un peu l'atmosphère, les détendre, leur dire que tout allait bien se passer. On a parlé foot. Je suis un peu supporter du PSG et mon ami est supporter de l'OM. Je suis passé complètement à côté. J'aurais mieux fait de me taire. Ça a été tendu, puis après on a parlé d'autre chose. Alors. Voilà. Et donc, une fois qu'on a parlé de football, avec on peut commencer à parler de cannabis. Après, bien sûr, les ados, ils vont interpeller, ouais, mais toi, t'as fumé, on le sait bien, etc. C'est pas le propos. Il ne s'agit pas de dire oui, non. Enfin, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est pas de moi dont je parle, c'est toi et de ce que j'en pense. C'est-à-dire, quand on est parent, on peut parler de soi, mais on peut parler de ce qu'on attend pour les enfants, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc en fait, si on commence à raconter, c'est toujours pareil, c'est pareil pour l'alcool, quand on glorifie le fait qu'on se saoulait tous les samedis soirs avant, etc. Moi, il m'est arrivé de me saouler, j'ai eu la chance de pas d'avoir d'accident de voiture, je pourrais être mort à l'heure qu'il est, et pas avoir eu d'enfant. Et c'est quand même de ça dont il s'agit, l'enjeu il est là. Donc il faut faire attention, je veux dire, ce qui est dans notre jeunesse, enfance, etc., dans une position parentale,
Il y a des moments pour en parler, des moments pour pas en parler. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, il ne faut pas mentir, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est toi, comment tu vas, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça peut faire pour toi. Et je crois que vraiment... Donc là, on n'est plus un modèle. Oui, exactement, on est dans une position de parent. Alors, quand on est parent, il faut être un modèle pour ses enfants sur le bon côté, et puis de temps en temps, leur dire, je pense ça. Fais pas comme moi. Exactement, je pense ça. Ouais. Je pense ça, je suis ton père, je suis ta mère, je pense ça pour telle et telle raison. Et là, on est dans une position de parents et on l'exprime. Après, c'est pas facile, c'est pénible, il vaut mieux être cool, etc. et se taper sur le ventre avec les enfants. Mais il y a des moments où il faut pas le faire. Et je pense que vraiment, les interlocuteurs, c'est les parents. Parce qu'on délègue l'école, les psychologues, les psychiatres, au pire, ou des trucs comme ça. Mais en fait, je veux dire... ils servent à rien, quoi. Hein, Florence? Oui, les psychologues, c'est vrai. Mais pour les psychiatres... ouais, ça va. Je pense... Il y a des psychologues? Ah, d'accord. Ah, bah voilà. Et les copines de Florence, elle est venue avec ses potes. Vous êtes bien sûr d'accord avec ce que dit Pierre-Michel? Un des freins pour que les parents abordent le sujet, c'est souvent qu'ils nous disent moi je ne veux pas parler de ça parce que je ne maîtrise pas le sujet. En fait, je ne saurais même pas reconnaître ce que c'est que du cannabis dans sa chambre. Donc, parce qu'il faut avoir vraiment, des ce qu'on leur dit, c'est vraiment d'aller s'informer, peut-être avant d'aller en parler avec son enfant, vraiment pas hésiter à s'informer sur le sujet pour être un peu plus à l'aise pour en parler. Vous allez je vous en parlerai tout à l'heure, vous allez sur allodocteur.fr, vous avez toutes les infos, puisque c'est notre site. Voilà, un petit peu de pub. L'alcool, puisque vous en avez parlé, vous voyez donc Pierre-Michel Lorca il y a quelques années. Tout à fait. Voilà. Et heureusement, vous comprenez... À l'époque, j'étais blond, donc vous voyez, mais... Vous comprenez pourquoi il n'a pas eu d'accident de voiture, il était incapable de la retrouver. Vous voyez. Exactement. D'ailleurs, je ne m'en souviens pas. Non, mais c'est une photo que nous a confiée votre femme. Alors, moins drôle, les statistiques sur l'alcool. On ne va peut-être pas parler du binge drinking, qui est le vrai problème aujourd'hui en France, qui est l'alcoolisation aiguë, ces soirées où on se bourre la gueule avec une bouteille de vodka. Et à ce propos, si le 11 décembre, c'est-à-dire mardi prochain, vous pouvez regarder sur France 5 une émission qu'on vous propose avec Marina, Enquête de santé, à 20h30, sur l'alcool et les jeunes. J'ai vu bien sûr le doc qui va précéder le débat. Ça fait peur. Vraiment, c'est assez impressionnant. C'est donc mardi prochain. Est-ce que ces tendances à boire beaucoup en peu de temps et d'être complètement saoul expose vous voyez, les vieux, là, l'exemple dont on parlait tout à l'heure, est-ce que ça expose à une addiction à l'alcool plus tard, ou est-ce que c'est deux problèmes complètement différents? C'est-à-dire le fait que cette ivresse aiguë soit recherchée par les jeunes aujourd'hui ne les exposera pas plus tard à une consommation excessive d'alcool chronique? C'est toujours le même problème. C'est la consommation aiguë, ça pose un problème au tenté parce qu'on peut mourir de coma éthylique, on peut prendre sa voiture et se tuer, ce qui est malheureusement fréquent. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième truc, c'est que quand on s'expose à l'alcool, si on est vulnérable, que ça soit pour des raisons génétiques, que ça soit pour des raisons d'environnement, eh ben, clairement, on a un risque chronique. Donc il y a très peu de gens qui vont développer ça. Mais on ne le sait pas à l'avance. Le jour où on a des marqueurs qui permettront de dire que tiens, machin il est vulnérable et machin il ne l'est pas, mais on ne le sait pas. Donc en fait, forcément, l'exposition et l'exposition répétée sensibilise le cerveau. Alors là, il y a aussi des travaux neuroscientifiques là-dessus. Ça sensibilise le cerveau à ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est maintenant connu, démontré. Donc bon, la prohibition, ça n'a jamais rien fait avancer socialement, donc il ne faut pas être là-dedans, mais en même temps, les ivresses répétées, les consommations répétées, c'est un problème immédiat et potentiellement un problème à venir. Pareil. Florence, vous faites, je pense aussi, vous parlez aussi de l'alcool. La perception des jeunes aujourd'hui est toujours la même. Oui, je peux me bourrer la gueule un soir et c'est pas grave. Oui, on a une banalisation aussi, et surtout, du coup, ce qui est important de revenir avec les jeunes, c'est pourquoi ils consomment, justement. Puisque le mode de consommation a changé, effectivement, c'est plus une ivresse massive en un laps de temps très court. On les amène à discuter sur pourquoi ils consomment, c'est quoi les raisons de la consommation, et avoir un esprit critique un petit peu là-dessus. Et c'est quoi les raisons de la consommation ? Alors, quelquefois, on a la réponse, c'est pour me défoncer, voilà, pour être avec les autres, pour me défoncer, pour les effets du produit, parce que je me sens bien à ce moment-là, parce qu'on rigole beaucoup, parce que machin nous a beaucoup fait marrer, voilà. Et bien évidemment, ils n'arrivent pas à comprendre la limite entre
le moment où on va se marrer, parce qu'on l'a tous fait, on fait sauter les tabous, on est désinhibé par l'alcool et on arrive à raconter plein de conneries, mais qu'il y a un moment où, et on l'a aussi tous fait, où on a plus mal à la tête qu'autre chose, et ça, bien évidemment, c'est des discours qui ne peuvent pas passer. Et pourtant, si, ils s'en rendent bien compte à quel moment ça bascule un peu, sauf que sur le moment, c'est plus difficile de refuser le 8e verre que de refuser le 2e, par exemple. Donc, mais ils en ont conscience qu'au bout d'un moment, effectivement, les effets sont beaucoup plus néfastes. Et les filles par rapport aux garçons ? Alors, il y a quelque temps, c'était une pratique, effectivement. Ça reste une tendance beaucoup plus masculine, le binge drinking, mais on voit aussi des filles maintenant qui consomment de cette façon-là, et la différence tend à disparaître entre les filles et les garçons. C'est-à-dire qu'avant, on comptait sur vous pour nous empêcher de boire, et maintenant, c'est l'inverse. C'est intéressant parce qu'en fait, il reste quand même des différences sociales de genre, mais en fait, on se rend compte qu'on avait une sorte d'explication biologique, les femmes, les hommes, machin, etc. Et en fait, c'est pas du tout vrai, quoi. On se rend compte que le poids de la société aplanit les différences biologiques dans les comportements, ce qui est assez étonnant, et c'est vraiment une constatation qu'on a pour toutes les consommations d'alcool. Mais le tabac, c'est pareil, ça c'était avant, c'est-à-dire que les femmes dans les années 50 fumaient beaucoup moins, puis ensuite ça a largement évolué, et maintenant la consommation est plus importante, avec en plus le fait que les femmes ont des caractéristiques biologiques qui font qu'elles sont plus vulnérables à un certain nombre de pathologies liées au tabac, et qu'on a des conséquences beaucoup plus importantes en termes justement artériels, etc., qu'on a à cause de justement tous les aspects hormonaux, ce qui est un problème qui n'existait pas avant, et ça s'est complètement modifié. Alors, il y a un autre produit qui fait beaucoup de dégâts, et ça, c'est toujours une grande surprise pour moi de savoir que la cocaïne est le 2e produit illicite le plus consommé en France. Alors, autant le cannabis, on y a accès très très facilement partout, autant la cocaïne, dans mon esprit, il fallait quand même avoir un réseau, des dealers qui se cachent un peu plus. Et pourtant, ça devient un produit qui est consommé, puisque, d'après des statistiques que j'ai, vous me direz si elles sont toujours justes, 5 à 6% des 13-18 ans en consommeraient régulièrement. Consommer de la coke régulièrement, c'est déjà dépenser beaucoup d'argent, parce que le gramme de coke, c'est pas le gramme de cannabis, mais ça baisse. Oui, en fait, le problème, c'est que c'est un marché, et que les marchands, les dealers, savent parfaitement, en tout cas ou les grossistes, ils travaillent le marché. Donc en fait, quand ils veulent atteindre un nouveau marché, une nouvelle population, une nouvelle cible, ils modifient les prix et les modalités de distribution. Donc en fait, on a assisté depuis, ça a été le cas pour le crack, et c'est le cas pour la cocaïne depuis, on va dire, 7-8 ans, et ça vient maintenant en France, c'est mondial, c'est un marché mondialisé, et en fait, ils baissent les prix, ils augmentent la distribution, et donc en fait, comme c'est une drogue, il y a un plus gros volume, plus gros volume, et donc en fait, comme c'est un produit super addictif, la cocaïne, et en fait, on augmente la quantité de gens qui consomment, et bien sûr, une cible de choix, c'est les jeunes, parce que il y a l'expérimentation, il y a ci, il y a ça. Oui, mais elle a encore l'image, c'est peut-être Florence, vous allez peut-être pouvoir me répondre, mais là, il y a l'image de la drogue, de la belle drogue, c'est-à-dire de la drogue prise par le milieu du showbiz, par les artistes, par le milieu de la télé aussi. Et ça, je peux vous dire que moi qui n'y ai jamais touché, on m'en a jamais proposé. Alors, je me suis toujours demandé comment on faisait à la télé pour pouvoir obtenir de la coke, puisque peut-être parce que je suis médecin, on se dit c'est pas la peine d'essayer de lui en vendre, mais dans tous les milieux où il faut que ça carbure un petit peu du ciboulot, et c'est cette image qu'elle a aussi. C'est-à-dire que ça va me rendre plus intelligent, ça va me rendre plus créatif, et donc c'est forcément, ça va juste mobiliser des neurones que je mobilise pas suffisamment, sans me faire plus de mal que ça. C'est un peu l'image que les jeunes peuvent avoir de... Alors peut-être là, il y a une différence entre les collégiens, les lycéens et les étudiants. L'image elle est assez positive des collégiens et des lycéens sans vraiment trop connaître le produit en lui-même. Et il n'y en a pas énormément de consommateurs, et on n'a pas une image si valorisée que ça de la cocaïne en tout cas. Ça, au collège et au lycée. Et après, donc Après, ça devient une fois de plus, c'est jeunes adultes, mais ça a évolué beaucoup, et c'est en train de se modifier, y compris dans cette image-là, avec
bien sûr la drogue de l'activité, du showbiz, machin, etc., mais aussi une drogue de consommation qu'il est facile de se procurer, et assez facile. Avant, en province, c'était compliqué, à part si vous étiez à Lille ou je ne sais où. Parce Dans le Cantal, on peut prendre... Dans le Cantal, c'est absolument possible. On peut fumer du Cantal en poudre. Pouvez, mais ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, Comment ça n'a aucun intérêt? fumer du Cantal en poudre, il faut le manger, je veux dire, mais pas en poudre en plus. Mais par contre... On peut vraiment, parce que bon, l'Auvergne, c'est pas que Clermont-Ferrand, mais on peut se procurer partout en France, dans les milieux ruraux, de la coke sans problème. Je sens, sans énormément de problèmes. Ouais. C'est pas très compliqué. On est moins livré moins vite que... C'est comme pour FedEx ou avec etc. Chronopost. Voilà. Mais en fait, non, c'est absolument possible. Hein. On a des consommateurs dans tout un tas d'endroits. Ça circule énormément. Hein. C'est vraiment. Alors, ce qui reste un peu plus difficile à trouver, c'est les nouvelles drogues de synthèse, etc. Parce que ça, c'est des choses qui sont utilisées dans des contextes un peu plus spécifiques. Mais vraiment, la cocaïne, il y a vraiment, c'est malheureux à dire, mais ça se passe vraiment comme ça. Il y a une offensive marketing des gens qui vendent ça, et ça a des conséquences. Hein, alors, puisqu'on parle d'addiction, on a vu que le tabac, c'était la nicotine, l'alcool, ça joue sur le cerveau, le cannabis finit aussi par réveiller des besoins. Est-ce que la cocaïne, le côté addictif de la cocaïne, ne passe pas par justement ce sentiment d'être champion du monde dès la première prise, alors qu'il n'y a pas un effet cérébral sur le circuit de la récompense aussi marqué que pour les autres, qui nous rend addictifs? Est-ce que finalement, si je sniffe un rail de coke, je me sens tellement incroyable que ça suffit pour me rendre addict? Non, la cocaïne, c'est le produit qui fait libérer directement la dopamine. Tous les autres, ils agissent de manière un peu indirecte. Hein. Le tabac, le cannabis, l'alcool. La cocaïne fait libérer de la dopamine. Donc en fait, c'est un produit hyper dopaminergique. Donc en fait, c'est pas étonnant, ça entraîne à la fois le fort potentiel addictif, avec la stimulation du circuit de récompense dont on a parlé tout à l'heure, et d'un côté, et de l'autre côté, ça entraîne l'effet de plaisir qui est évoqué. Donc on a vraiment la totale. Donc la cocaïne, c'est un produit extrêmement efficace. Alors le crack, c'est de la cocaïne pure, cristallisée, qui se fume et qui est super efficace aussi, avec le passage cérébral. Et donc c'est pareil, hein, l'inhalation, quand on sniffe, on inhale, et donc le passage cérébral est beaucoup plus rapide, on évite tous les effets quand on avale un produit ou quand on fume. Et donc en fait, dans ce cas-là, c'est vraiment des produits qui ont un effet très très marqué. Mais la cocaïne modifie considérablement, pareil, les performances. Hein. C'est un produit qui, effectivement, objectivement, c'est démontré, modifie les performances. Mais par contre, qui rend extraordinairement addict. Est-ce que ça rend plus facilement addict qu'Internet? Parce que là, on va en parler. On vous parlait tout à l'heure des nouvelles addictions. Alors, c'est même très sérieux, puisque ça serait en passe, l'addiction à Internet, on va parler des réseaux sociaux, tout ça, mais de devenir une pathologie mentale internationalement reconnue par les psys. On parle de TDI, de troubles de dépendance à Internet. Alors, vous avez, vous, dans un service de psy, des gens qui viennent vous voir parce qu'ils ne peuvent pas décrocher de leur ordi? Alors, on a une consultation spécifique jeux pathologiques dans le service, et jeux pathologiques et aussi jeux en ligne, etc., etc. Donc là, il y a la conjonction. Les paris en ligne, etc. Voilà, il y a la conjonction des deux choses, le jeu et l'utilisation de l'ordinateur. Mais on a une consultation ça. Mais le problème de ces pathologies-là, c'est que les patients qui viennent sont souvent des patients poussés par leur entourage, qui ont des conséquences, etc. Alors le jeu, c'est souvent parce que une fois que vous avez hypothéqué votre maison, ça devient compliqué parce que les gens s'en rendent compte, quoi. Mais pour Internet, c'est souvent la famille, etc. Et c'est assez rare, hein, à l'heure actuelle, hein, ça reste assez rare d'avoir une demande spontanée. Parce que ça reste quelque chose qui est... c'est de plus en plus connu, mais qui n'est pas facile à identifier. C'est quoi la limite? C'est quoi le moment? Et on a vraiment une difficulté. Le problème de la limite dans l'addiction, c'est toujours la même chose. C'est quoi la différence entre boire un verre par semaine et être alcoolique? C'est une différence de seuil, mais aussi de conséquences. Il y a la quantité. Donc là, la quantité de temps de passer devant son ordinateur, et puis surtout les conséquences. Parce que si on
interrompt ses études parce qu'on passe sa journée sur Internet, si on dort plus de la nuit parce qu'on est sur Internet, on dort toute la journée, si on n'a plus de copains, si on se dispute avec tout le monde, etc. Là, on est vraiment dans la problématique addictive parce que ça veut dire qu'on a perdu le contrôle. C'est toujours le même truc, c'est quand on perd le contrôle, on est dans l'addiction avec un système qui fait de l'auto-allumage, quoi. Ça marche tout seul. Alors, chaque fois que vous parlez d'addiction, notamment pour le cannabis, c'est pour ça que vous dites quand on n'a plus de copains, mais il y a une sorte d'addiction, à moins que vous me disiez le contraire, c'est les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est les SMS, où là, on ne manque pas de copains puisqu'on leur parle aux copains. Est-ce que c'est des copains ? Je veux dire, parce que la différence, c'est de quoi il s'agit là ? C'est est-ce qu'on est addict au fait d'avoir des copains ou est-ce qu'on est addict à l'activité, à la répétition de l'activité ? Et au fait de raconter sa vie. Et au fait de raconter des choses, etc. Et je crois que la difficulté, c'est qu'après tout, pourquoi pas être sur les réseaux sociaux, pourquoi pas envoyer des SMS, pourquoi pas ci, pourquoi pas ça. La difficulté, c'est quand ça devient un truc répétitif qui est ingérable. Oui, mais c'est forcément répétitif. Enfin, vous avez là aussi mais qui est ingérable. Des ados. Il faut se battre pour leur enlever le portable. Il faut se battre pour qu'ils ne passent pas des SMS pendant le dîner. Il faut se battre pour qu'ils n'aient pas leur téléphone et leur ordinateur à côté de leur lit. Ça, c'est la fonction parentale. Non, mais c'est la fonction parentale, mais à partir de quand on doit vraiment se dire que c'est plus juste l'envie de parler à sa copine que... C'est vraiment, je crois qu'il y a deux choses différentes, c'est exactement ça. C'est-à-dire, il y a des règles sociales. La famille, c'est une partie de la société. Il y a des règles sociales, il y a des règles familiales. On dit, on mange ensemble, on mange pas ensemble, il y a des règles. Et donc, en fait, qui fait respecter les règles ? Voilà, c'est celui qui les édicte. Premièrement, dans la société, c'est la police, la justice. Dans une famille, c'est les parents qui fixent un certain nombre de règles. Donc on fait respecter les règles. Donc ça, c'est une chose. Après, l'addiction, c'est quand, au-delà des règles, on est dans quelque chose où les règles deviennent sans sens, et c'est plus le combat de s'engueuler avec des ados parce qu'ils ont leur téléphone, c'est le fait que ça devient quelque chose qui les empêche de vivre, et qui envahit leur vie, et qui les empêche authentiquement de vivre. Donc il ne faut pas jouer à se faire peur, engueuler des ados parce qu'ils envoient des textos à table, c'est le job, c'est pas un problème. Par contre, un gamin qui a passé toute la nuit, plusieurs nuits de suite, sur Internet pour jouer, etc., qui a un infléchissement de ses résultats scolaires et qui n'arrive plus à faire autre chose, là, on est dans la pathologie. Donc c'est la différence entre les deux. Donc il y a une bagarre quotidienne, puis la bagarre éducative, et puis il y a quelque chose qui est la maladie. Et là, la bascule dans la maladie, alors bien sûr, c'est insidieux. C'est pas un jour, il se réveille, tac, et puis il se met à passer son temps sur Internet. Mais l'attention qu'on doit apporter, c'est vraiment le moment où ça devient non contrôlé et pas raisonnable par rapport à la vie. Et il y a quand même quelque chose, alors souvent on l'identifie a posteriori, mais il faut être vigilant à ça, une sorte de rupture. C'est une sorte de truc qui, à un moment donné, seront dans la vie. Dire, bah avant, il faisait plein de trucs, il ne fait plus rien maintenant. Et qu'on n'arrive plus à leur parler. Et voilà. Voilà. Mais d'ailleurs, ils sont même les SMS, maintenant, il y a une pathologie. D'abord, vous avez vu les chiffres, hein, il y a plus de 20% des utilisateurs qui déclarent passer de 2 à 4 heures par jour à l'envoi de texto. C'est quand même texto et Facebook. Et il y a une pathologie, à force d'envoyer ça, qu'on appelle le texte neck. Neck pour cou, et c'est des douleurs cervicales à force d'être comme ça. Voilà. C'est une vraie pathologie, hein. C'est décrit dans les revues scientifiques, c'est le texte neck. Alors, plus le syndrome du canal carpien, parce que vous savez, vous tapez avec le pouce, machin, et vous avez ici le canal carpien qui gonfle. Donc il y a des vraies pathologies qui sont liées à ça. Vous leur en parlez parce que maintenant vous avez initié ce programme de prévention, vous avez des chaouches qui vont à votre place, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. 2 copines. Oui. 2 collègues, oui. Et vous leur en parlez de ça ? En fait, on parle assez largement de l'addiction à l'écran, en fait. Et bien souvent, effectivement, les adolescents ne se rendent pas compte du temps qu'ils consacrent au cours d'une journée passée devant un écran. Et on essaie de leur faire justement calculer le temps passé devant un écran, que ce soit écran d'ordinateur, écran de télévision, écran de portable. Est-ce que c'est une solution pour les parents, par exemple ? Parce qu'on a toujours du mal à faire comprendre à ces gamins que quand vous leur dites « mais lâche-le ton téléphone 2 secondes », ils disent « mais… ça fait 5 minutes que je m'en sers, alors vous savez très bien que ça fait 1 heure, puisque vous êtes à côté de lui. Et est-ce que ce n'est pas un moyen aussi de lui dire, tu vas me remplir une feuille, et puis tu vas me noter objectivement le temps que tu as passé sur ton téléphone. Ça peut être une solution, il n'y a pas une solution de type, mais en tout cas, ça peut être pour avoir une prise de conscience du temps passé, et quelquefois, même nous en tant qu'adultes, on peut être surpris du temps passé devant un écran, quel qu'il soit, quoi. Oui, nous aussi. Donc oui, et souvent ce qu'on peut proposer aussi aux adolescents, du coup, essayer de faire un test sur une journée ou sur un moment de la journée à se priver du téléphone portable et de constater et de voir s'il y a un manque, s'ils se sentent mal, s'ils sont énervés, voilà.
On termine avant de vous laisser la parole sur l'addiction au sexe. Tout à l'heure, je disais qu'avant, les gens qui consommaient beaucoup, on les appelait des obsédés. Maintenant, on dit qu'ils sont hyperactifs, qu'ils ont une hypersexualité, qu'ils ont une addiction. Alors c'est pareil. À partir de quand, vous allez me dire que c'est comme toutes les autres addictions, à partir du moment où vous faites plus que ça, et que vous n'avez plus d'amis, encore faut-il en trouver pour le faire. Est-ce que c'est des amis? C'est toujours la même question. Hein, je ne sais pas, je ne suis pas concerné. Donc, je vous en prie, c'est pas parce qu'on fait des blagues un peu olé olé à la télé que... On ne sait pas. Non, et vous ne saurez pas. Alors, cette addiction au sexe, il y en a de plus en plus ou pas? C'est difficile parce qu'en fait, c'est pas facile à identifier. En fait, y a tout un... Alors, c'est intéressant parce que c'est relié à l'aspect Internet. C'est l'augmentation de la capacité à avoir des partenaires multiples aisément. Et ça démultiplie l'expression de cette pathologie-là. Il y a toujours eu des gens qui ont un comportement de relations sexuelles. Regardez Tiger Woods ou des gens connus comme ça, mais il y en a plein d'autres qui quand ils décrivent leur comportement, sont des comportements totalement invraisemblables. Mais en plus, à l'heure actuelle, il y a vraiment des possibilités multipliées par les réseaux sociaux spécifiques. Et donc, en fait, qui augmente ça. Après, le problème qu'il y a, c'est qu'on est confronté à ça. Il y a très rarement des demandes, nous on a très peu de demandes par rapport à ça, que quand on est dans des conséquences graves, avec parfois des conséquences donc soit personnelles, sociales, divorce, machin, etc., avec des demandes à ce moment-là, qui sont souvent des demandes complexes, soit quand il y a eu justement des déviances sexuelles qui ont pu entraîner des actes délictueux. Et donc c'est dans ces cadres-là qu'on est confronté. Mais bien évidemment, une fois de plus, c'est dur d'identifier, d'avoir des chiffres précis, mais l'augmentation de la possibilité, c'est exactement la même chose que ce qu'on disait avec le cannabis, le tabac. Quand c'est disponible, la nature humaine fait qu'un certain nombre de gens ont des prédispositions addictives qui fait que plus quelque chose est disponible, certains d'entre nous vont l'utiliser beaucoup, l'utiliser d'une manière qu'ils n'arrivent plus à gérer. Et ça, c'est vraiment un vrai problème. Et comment on se sèvre, le sevrage de ça? C'est parce que, l'alcool, on dit vous touchez plus, le tabac, vous fumez plus, le cannabis, vous laissez tomber, le sexe, c'est chiant, quoi. Alors, comment on fait, si vous dites demain, celui qui aurait pu être président de la République, vous touchez plus à rien La question, c'est par exemple quelque chose qu'on peut utiliser pour toutes les addictions, qui a une stratégie différenciée qu'on peut utiliser dans certaines pathologies, c'est la consommation contrôlée. Je veux dire, on est passé aussi de modèles... C'est-à-dire qu'on a des rapports avec quelqu'un qui regarde. C'est ça, la consommation contrôlée? Avec un contrôleur qui regarde. Ouais, c'est un beau métier que vous faites. Voilà, hein. Exactement, contrôleur. Non, mais la question, l'élément, c'est de dire... on est passé de deux modèles qui étaient les modèles initiaux de dire vous êtes addict, vous devez être abstinent, qui sont des modèles sur lesquels on était très beaucoup basé sur la représentation de l'alcool dans les années 50, etc., etc. Et donc il y avait cette idée-là. Et puis on s'est rendu compte que ça ne marche pas tant que ça, c'est difficile, et puis la vie est longue, donc c'est parfois compliqué. Et des objectifs différents maintenant qu'on utilise sur des gens, par exemple des fumeurs importants, mais aussi ça peut être des sex addicts aussi, comme ça. On dit, ce qui est important, c'est pas de vous arrêter, simplement que la consommation redevienne contrôlée. Et là, on peut mettre en place des stratégies qui sont beaucoup plus acceptables aussi pour le patient, de dire, ce qui est important dans un premier temps, c'est de diminuer ses comportements. Et puis ensuite d'avoir des comportements qui n'ont plus les caractéristiques, qui sont vraiment les caractéristiques de l'addiction, c'est-à-dire totalement compulsif dans des conditions dans lesquelles on se met en danger de manière importante. Et c'est ça qu'on arrive à modifier. Donc c'est vraiment une des nouvelles stratégies. Ça fait, on va dire, 5-6 ans. C'est vraiment un changement de l'idée qu'on a de prendre en charge les pathologies addictives. Donc ça, c'est un élément qu'on peut faire et qu'on peut faire pour ces addictions sexuelles. Florence, à titre personnel, l'addiction sexuelle, non? Rien à dire? Non, la pauvre. Je suis méchant. Hein.
On va vous passer la parole maintenant. Alors, on va allumer la salle. Vous avez des hôtesses qui sont en train de descendre. Les étudiants, vous vous calmez. Je les connais, les étudiants en médecine. Hein. Les étudiantes sexistes. Ben non, les étudiantes, c'est que des hôtesses. Donc, oui, vous avez raison. Et si vous avez des questions, une demi-heure de questions sur les addictions, n'hésitez pas. Il faut toujours qu'il y en ait un qui commence. Ah, il y a un hôtesse pour mesdemoiselles. Alors, ce que je demande aux hôtesses et à l'hôtesse, de lever la main quand vous avez quelqu'un qui pose une question, parce que sinon, je risque de ne pas voir. Oui, monsieur. Oui, bonsoir, messieurs, dames. Je vais revenir à ce que vous venez de dire dernièrement, pas du sexe, mais de la contrôlée. Là. Est-ce que vous préconisez sur l'alcool une consommation contrôlée sur l'alcool? C'est la première fois que j'entends dire. On est passé, en étant un peu pragmatique, oui, on peut recommander des consommations contrôlées dans un certain nombre de contextes. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des patients pour lesquels l'abstinence est un objectif, qui est un objectif qu'on ne peut pas atteindre immédiatement, soit parce que c'est un objectif qui n'est pas atteignable par le patient, soit parce que c'est un objectif qui est associé, donc qui n'accepte pas, soit parce qu'on pense que du fait de la répétition, il risque de rechuter très rapidement avec ce sentiment d'échec qui est évoqué. Et on passe parfois, et c'est aussi beaucoup utilisé pour le tabac, etc., on passe parfois par cette phase intermédiaire de consommation contrôlée où on identifie quel est le niveau de consommation et comment on met en place ça. Alors une fois de plus, ces problématiques-là sont hyper individuelles. Il n'y a pas une stratégie qui marche pour tout le monde, sinon ça se saurait, on n'aurait pas besoin de beaucoup réfléchir. Mais c'est vraiment des stratégies qui se sont développées depuis quelques années maintenant et qu'on essaye d'utiliser, une fois de plus, spécifiquement. Oui. Bonsoir. Donc, j'aurais voulu savoir si on peut parler d'addiction concernant le sport, notamment, et aussi pour certains même aux sensations fortes. Et au sport extrême, par exemple, ouais. Est-ce qu'il y avait des effets néfastes? Alors le sport. Il y a le sport et la conduite sport, les activités sportives, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement addictif. C'est extrêmement décrit. Et d'ailleurs, les populations de sportifs de haut niveau sont des populations, indépendamment du dopage, extraordinairement vulnérables aux addictions. D'ailleurs, quand ils arrêtent leur carrière, il y en a pas mal qui cherchent d'autres drogues. Il y a énormément de problèmes. Dans le service, on a aussi l'antenne dopage, alors qu'il y a une autre problématique, mais qui est souvent reliée. Et on a vraiment la répétition des efforts, les sensations qui y sont associées. C'est vraiment quelque chose qui... les sportifs de haut niveau sont très vulnérables. Et les gens qui, alors sportifs de haut niveau, ce n'est pas seulement les champions olympiques, c'est aussi les gens qui ont une pratique sportive intense, répétitive. C'est un comportement qui a toutes les caractéristiques, y compris les caractéristiques néfastes potentielles des addictions. Quant au sport extrême, c'est-à-dire les chercheurs de sensations, c'est très proche des addictions et on a des patients, des gens qui se mettent en danger en permanence dans tout un tas d'activités de différents niveaux qui sont, on va dire, addicts à la sensation provoquée. Alors, trivialement, on dit à l'adrénaline, mais en tout cas, c'est la sensation physique extrêmement intense qui est associée à certaines activités. Je ne sais pas si vous avez déjà sauté à l'élastique ou fait des choses comme ça. Ça entraîne une sensation physique extrêmement intense et il y a des gens qui vraiment recherchent ça de manière répétitive. Oui. Attendez, on va vous apporter le micro. Bonsoir, donc vous avez parlé de l'addiction au sport. Est-ce qu'on peut imaginer l'addiction au travail? Et par exemple, est-ce qu'il y a un gène qui est responsable de l'addiction? Et si un grand sportif devient handicapé, par exemple, il ne peut plus faire de sport, mais vous avez déjà dit qu'on peut se rebattre sur les drogues. Alors, donc, on peut être addictif à tout. On peut être addictif à tout, et ça a un nom, l'addiction au travail, c'est les work alcooliques. Alcooliques. Voilà, je ne sais pas comment ça se dit, je n'arrive pas à le prononcer, mais je ne suis pas fluently. Mais ça existe. Oui, ça existe, c'est tous les gens qui ont une activité. La définition de l'addiction, c'est un comportement
qu'on répète en dépit de la conscience des conséquences négatives. Donc ça veut dire que quand vous avez un comportement que vous répétez en dépit de tout ce que ça peut entraîner de difficile pour vous, et que vous n'êtes pas hors du temps, hors de la conscience, et dans ce cas-là, on est dans une conduite addictive. Donc l'addiction au travail, c'est assez complexe, etc. Mais bien sûr, ça existe. On observe ces comportements-là. Et après, est-ce qu'il y a un gène de l'addiction ? Il n'y a pas un gène de l'addiction. Il y a tout un tas de gènes. Dans les pathologies comme les addictions, mais aussi tout un tas de pathologies psychiatriques, on est sorti des modèles, un gène, comme pour la couleur des yeux, le couleur des cheveux, etc. Un gène, une maladie. Mais c'est l'existence d'un certain nombre de gènes et de leurs caractéristiques qui augmentent le risque. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment été démontré pour la dépendance au tabac. Certains gènes vraiment sont fortement associés à la dépendance, mais ils sont beaucoup moins fortement associés à ça que le fait que les parents fument. Donc ça veut dire qu'avoir le gène, ça ne suffit pas. Et donc c'est un élément important. Les lycéens que vous voyez, ils étaient accros, addicts au boulot ? Non. Non. Mais par contre, ce qu'il faut vraiment retenir dans les addictions, c'est qu'effectivement, il n'y a pas une origine génétique, c'est vraiment la rencontre entre le produit, à quel point il est accessible, la vulnérabilité de la personne, et puis l'environnement dans lequel se trouve la personne. Est-ce que c'est une période critique parce que j'ai pas le moral, parce que ma vie est difficile en ce moment. C'est vraiment une interaction de plusieurs choses qui crée une dépendance à un produit. Ce qui veut dire que les parents doivent être très vigilants quand leur enfant va pas bien pour une rupture amoureuse, pour un échec scolaire, etc. Et que c'est les périodes où il faut vraiment... Où on peut être plus vulnérable, tout à fait, oui. Et c'est à ce moment-là où il faut vraiment jouer son rôle de parent. Oui, là-haut. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir à partir de quand on prend en charge un patient, à partir de quel stade d'addiction, comment... Et quand on entend parler de service d'addictologie, comment se passe la prise en charge justement dans ce service ? Vous parlez d'une addiction particulière ou en général ? Non, en général. Alors vous avez un service... Alors oui, je suis responsable d'un service d'addictologie, donc je peux vous décrire ce que c'est. On a un dispositif de soins assez classique, avec des lits d'hospitalisation, des consultations, ce qu'on appelle l'hôpital de jour, les gens viennent pour la journée, puis un certain nombre de spécificités. Je l'ai dit, on a une consultation par rapport au cannabis, on a une consultation par rapport aux jeux pathologiques, on a une consultation, on a une antenne dopage, enfin des choses comme ça. Donc avec des professionnels. Professionnels, ça veut dire des médecins, mais pas seulement, des psychologues également. Il servait quelque chose alors. Oui, bien sûr. J'aurais pu dire un truc style à faire le café, ou truc comme ça, mais ça serait. On travaille ensemble, donc ça va être difficile demain parce que j'aurai pas de café, donc ça va être pénible. Donc je vais pas le dire, mais je l'ai pensé très fort. Non, je crois qu'elle ne viendra pas demain. Demain, elle ne viendra pas travailler, ce sera de ma faute. Il y a un poste à pourvoir. Donc il y a des psychologues, il y a aussi des travailleurs sociaux, comme on l'a vu. Il y a pas mal d'addictions qui ont des conséquences sociales. Là, on voit bien l'image du toxico, de l'alcoolo. J'emploie volontairement les termes un peu péjoratifs qui sont associés à l'idée de la, entre guillemets, déchéance sociale. Et on a des gens qui se retrouvent dans des situations de précarité sociale hyper lourdes et on a besoin d'un soutien, de les aider à réorganiser les choses. On organise, pour vous donner un exemple, il y a une assistante sociale dans le service qui organise, on appelle ça un atelier administratif. Et elle travaille avec des patients, principalement des patients alcooliques, pour les aider à reprendre pied sur comment on fait ses papiers dans la vie quotidienne, c'est quoi payer son loyer, comment on fait pour payer son loyer, parce que c'est des gens qui se désocialisent et la conduite de consommation, elle leur fait perdre la réalité. Alors personne n'aime faire ça, enfin moi j'aime pas faire mes papiers administratifs, mais j'arrive à les faire et vraiment elle est obligée, c'est littéralement une sorte de rééducation par rapport à ça. Alors après, à partir de quel moment on prend en charge les addictions, c'est un point crucial. Parce que beaucoup d'addictions, c'est difficile de se rendre compte, en tout cas au début, qu'on a une conduite addictive. Et souvent, la porte d'entrée, c'est, je l'ai dit à plusieurs reprises, que ce soit à l'hôpital, mais aussi en consultation, c'est les conséquences. Vous avez conduit ivre et vous avez une injonction de soins, ou vous avez eu un accident, etc. L'environnement, la famille, les conjoints, les parents, et tous ces éléments-là qui poussent à ça. Ce qui est un problème, parce que quand on n'a pas tellement envie de se sevrer de quoi que ce soit, c'est pas très simple. Et puis, des fois, quand on fait du travail de prévention, qu'on travaille avec les gens, on essaie de créer des possibilités pour que les gens puissent venir directement, mais c'est pas simple. C'est pas simple parce que c'est pas facile d'identifier sa propre addiction. On a l'impression que les addictions, c'est une sorte de champ extensif. Vous savez, on peut être addict à tout, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai. Mais en même temps, c'est
compliqué de se dire ça. C'est quoi être addict? Moi, je travaille... il y a mon doyen qui est là, donc je travaille énormément. Et donc, des fois, ça a des conséquences sur ma vie. Mais est-ce que je suis addict ou pas? Enfin, Il n'a pas l'air d'accord, le doyen. Non, Ouais. c'est mon Qui, cas. lui, travaille beaucoup, en revanche. Oui, lui, par contre. Mais c'est simplement donc l'identification par soi-même, quand on y réfléchit, on peut y réfléchir les uns et les autres, de sa propre... Quelles sont les conduites sur lesquelles on a la limite de l'addiction? C'est pas facile. C'est pas facile. Et bon, il faut de temps en temps essayer en tout ce qui nous concerne, et ça concerne aussi ce qu'on fait avec les gens, écouter nos proches et ne pas hésiter à dire à nos proches. C'est un truc qui est important. Le truc classique, tu sais, je trouve qu'en ce moment, tu bois un verre de 3 à l'apéro quand même. On a tous vu ça. On ne parle pas d'alcoolisme, hein. Je veux dire, on parle de celui qu'on connaît et qui, à l'apéro, d'habitude, il boit un apéro, là, il en boit tout le temps 2. Si on lui dit pas, lui, il n'en pense pas grand-chose, quoi. Et je parle des amis, enfin, on voit ça à la télé quand vous prenez l'apéro ou un truc comme ça. Deux apéros, c'est pas grave. C'est au 3e. Vous croyez que je bois l'apéro à la télé, moi? Vous savez à quelle heure elle passe, mon émission, quand même, hein? Je sais pas, je me rends pas compte, moi. Il ne sait pas. 13h40, si je commence à boire l'apéro avant, je dors. Justement. 13h40, je travaille, monsieur le doyen. Ouais, et moi, je suis bibliothécaire, à 13h40, je travaille aussi, puisque j'informe le monde. Bonsoir. Pour un donneur de sang, est-ce que l'on peut retrouver des traces de coke ou de ça? Je croyais que vous étiez addict au don de sang. Non, oui, je suis. Je suis qui donne 15 litres par mois. Non. Vous êtes donneur de sang et vous voulez savoir si on peut retrouver de la coke dans votre sang? Non, pas dans le mien, mais je sais déjà pas où me fournir, donc c'est pas un problème. Je vous donnerai les adresses. D'accord, merci, vous êtes gentil. Donc en pratique, bien sûr, on peut retrouver, mais c'est pas recherché. Donc techniquement, bien sûr, on peut, mais en fait, c'est pas recherché. Parce qu'en fait, c'est pas recherché systématiquement, parce que quand vous êtes donneur de sang, si vous avez donné votre sang, vous savez qu'on vous fait passer un questionnaire, et un examen assez important qui permet et donc en fait qui est un screening, et on ne fait pas un screening systématique, premièrement, et puis deuxièmement, le sang... je ne suis pas un grand spécialiste, mais il se trouve que je connais quelqu'un qui s'occupe de choses comme ça. C'est pas utilisé tel que. En fait, il est conditionné, donc il n'y a pas tellement de problème de ce côté-là. Et puis par rapport aux drogues, ce qu'on recherche surtout, ce qu'on élimine surtout, c'est les toxicomanes par voie intraveineuse, parce qu'eux ont plus de risques d'avoir le virus du sida ou le virus de l'hépatite. Et c'est pour ça que ces gens-là, eux, sont mis de côté et ne peuvent pas donner leur sang quand ils le disent. Et c'est ça qu'on recherche comme type de... On ne recherche pas la drogue à proprement parler. D'autres questions au milieu, là, mademoiselle? Ah oui, il faut se lever. C'est un exercice terrible. Bonsoir. Donc je déplore que lors de ce genre de débat ou de conférence, on ne parle pas des addictions, par exemple à la nourriture ou ce genre de choses. Est-ce qu'elles font intervenir les mêmes mécanismes Mais ne déplorez pas, madame, nous allons en parler. Puis on va répondre à votre question. Mademoiselle, s'il vous plaît. Autant pour moi. Ça ne se voyait pas, mais qu'est-ce que vous voulez, Alors, c'est une bonne question, parce qu'en fait, il y a tout un débat sur le fait que ce qu'on appelle les troubles des conduites alimentaires soient mis sous le chapeau des addictions. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les comportements, d'un côté de boulimie, surconsommation alimentaire, et de l'autre côté, les sensations associées au fait de ne pas manger, l'anorexie, obéissent probablement à des mécanismes neurobiologiques qui sont assez proches, et enfin identiques, avec les mêmes types de circuits. Donc c'est pour ça que de façon, on va dire, un peu réductrice quand même malgré tout, on considère à l'heure actuelle que c'est quelque chose qui est sous ce chapeau addiction. Après, c'est un peu particulier parce qu'en fait, d'abord, la relation à la nourriture, c'est quelque chose qui est très spécifique de chaque individu. On a une relation, il n'y a pas de manière de s'alimenter normale, il y a des comportements normaux en fonction d'un point de vue statistique, mais
individuellement, la nourriture, c'est associé à plein de choses, notamment des facteurs émotionnels importants, premièrement. Et deuxièmement, manger, on en a besoin. Fumer, boire de l'alcool, avoir des relations sexuelles, on n'en a pas besoin. Non, je vous assure, si vous ne... C'est une proposition, quoi. Si vous n'avez pas de... On en est où, nous deux, hein? Oh non, mais mon petit Pierre Michel, pas avec un supporter du PSG. Jamais. Sinon, on va me résilier mon abonnement à l'OM. Donc, si vous vous intéressez pas au foot, c'est pas grave. C'est vrai, c'est pas grave de ne pas s'intéresser au PSG. Pardon. Et donc, en fait, pour continuer, l'alimentation, on a besoin de manger tous les jours, sinon on meurt. Et donc, en fait, la relation à l'alimentation, donc les comportements par rapport à ça ont des spécificités. Mais vous avez raison. Et donc, pour résumer, au niveau du soubassement neurobiologique, il y a des éléments proches. Et au niveau des modalités de prise en charge, il y a des paramètres et des éléments de proximité. Mais il y a quand même des trucs très particuliers. Vous avez compris que ça se passe au niveau du soubassement biologique. Je crois que c'est assez clair. Dans le cerveau, quoi. Ouais, un truc, bon, elle a compris. Oui, en haut, là-bas. Bonsoir. Bonsoir. Ma première question est pour Florence Morel. Vous en avez donc plusieurs? 2, très exactement. Donc, moi-même, professionnel dans l'enseignement, tout du moins dans l'éducation, il est, vous le savez, pas évident de parler à des jeunes sans que les préventions contre les addictions paraissent ringards. J'aurais aimé savoir si vous avez trouvé des voies intéressantes pour communiquer avec eux, autres que les voies formelles et conseillées par le ministère. Vous voudriez qu'elles viennent dans votre établissement? Pourquoi pas? Monsieur a du goût. Alors oui, en tout cas, ce qu'on sait qui fonctionne assez mal, c'est les discours moralisateurs. Enfin, j'imagine que c'est maintenant on l'a abandonné depuis un petit moment, mais effectivement, les discours du style voilà, c'est bien ou c'est mal, mais davantage partir. En fait, quand on fait de la prévention, ce qu'on veut, c'est donner un discours objectif, apporter un discours objectif aux jeunes pour qu'ils se fassent après leur opinion par rapport à ça. Donc l'idée, c'est d'apporter des données scientifiques vraiment objectives. En général, on a un peu cette réticence en se disant, voilà, qu'est-ce qu'ils vont... Voilà, ils vont pas écouter. Et en fait, si, ils écoutent assez bien parce que c'est un sujet qui les intéresse, les addictions. Donc leur apporter des informations objectives, déjà pour avoir une base de connaissances commune, et ensuite discuter de leur représentation et de ce qu'ils peuvent rechercher dans les addictions. Vraiment partir un peu de leurs expériences. Qu'est-ce qu'ils recherchaient, quels peuvent être les plaisirs à consommer, quels sont les avantages de la consommation, et puis les mettre en balance avec les inconvénients de la consommation. Voilà, et puis ce qu'on vous a dit au départ, donc avec les simulations, les jeux de rôle, c'est le plus souvent les mettre en situation d'interaction pour qu'ils puissent... développer leurs compétences, voilà, on l'a dit, savoir dire non, s'affirmer face à un groupe et puis défendre son point de vue face à un groupe quand on est en opinion minoritaire par rapport aux autres. Vraiment, c'est connaissance objective et mise en situation des adolescents. Votre deuxième question? Oui, la deuxième est donc pour Pierre-Michel Lorca. Vous n'en avez pas pour moi. Je peux vous en trouver une si vous voulez, mais bon. Ça me ferait plaisir. Vous avez... ne servir à rien, en fait. Mais non, pas du tout. Si, non, je vois bien. Vous présentez bien, c'est déjà pas mal. Je présente bien, je vous remercie. J'ai mis un costume. J'ai fait des efforts. Je vous en prie. Vous avez parlé de l'addiction au jeu, de l'addiction aux écrans. J'aimerais traiter un point plus particulier, l'addiction aux jeux vidéo et tout particulièrement, excusez-moi pour les néophytes, aux MMORPG. Le fait que justement... certaines personnes arrivent à se recréer via l'écran une communauté sociale qui bien sûr est virtuelle. Comment dans ce cas réussir à faire décrocher des personnes efficacement? Est-ce que le fait d'avoir une consommation modérée peut venir... renforcer une aide, mais néanmoins, il faut réussir à déjà déclencher un choc de conscience chez la personne qui a là perdu, entre guillemets, tout aspect social réel. Comment réussir à amener la personne à prendre cette conscience-là? Alors, vous avez raison, c'est donc les jeux en ligne, je veux dire, qui sont considérés comme, du fait de leurs caractéristiques, et ça a été pas mal étudié, comme ceux qui sont probablement les plus addictifs.
à la fois par rapport aux caractéristiques des jeux qui sont proposés le plus souvent et les plus populaires, et à la fois justement avec cet aspect de réseau. La difficulté, elle est comme pour ce que j'évoquais, la difficulté d'amener les gens à la prise de conscience des conséquences de leur comportement. Et c'est là que l'entourage a un rôle, mais comment arriver à cette prise de conscience? Je crois qu'il faut... moi, j'entends souvent dans mon boulot l'idée, mais c'est appliqué pour pas mal de trucs, le déclic. Il n'y a pas de déclic, on n'est pas des machines. Et en fait, c'est la répétition, l'obstination qui modifie les comportements. On va trouver le déclic qui fait qu'on va changer un comportement. Moi, il n'y a aucun déclic qui a jamais changé aucun de mes comportements. Et mes comportements se sont infléchis. Et dans les comportements pathologiques, c'est la même chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'environnement, répéter, se positionner, être capable de ne pas lâcher les choses. Parce que c'est pas, on ne voit pas la lumière un jour. Ça n'existe pas au même titre que ça existe dans aucune pathologie mentale. L'addiction, c'est une pathologie mentale, dans le sens où on utilise son esprit. Mais il n'y a pas de déclic. Mais il ne faut pas perdre la capacité à maintenir, on va dire, l'enjeu pour essayer de faire prendre conscience des conséquences. Donc vraiment, surtout pas attendre ce déclic, ce truc particulier qui n'existe pas. Je veux dire, on peut chercher, on ne le trouvera pas. Bonsoir. Comment expliquer à un jeune adolescent l'inadéquation entre la société qui réprimande, qui culpabilise au niveau des addictions et des pouvoirs publics et des lobbies aussi, qui ne permettent pas la prévention, comme vous aviez dit tout à l'heure. Impossibilité aujourd'hui en France de pouvoir faire un paquet de tabac qui ressemble à un autre paquet de tabac. On regarde le packaging commercial. Les jeux en ligne d'argent sont rentrés dans les maisons sans très peu de garde-fous et on ne peut plus faire de prévention. Donc on a un État, qui n'est pas forcément qu'en France, mais qui aujourd'hui est permissif sur énormément de choses qui mènent à des addictions. Et nous, en tant que parents derrière, il faut qu'on fasse avec et qu'on explique, attention, il y a des garde-fous, mais qu'aujourd'hui, l'État ne propose pas. Comment réagir avec ça, quoi? D'abord, quelque chose qu'on sait assez mal, c'est qu'on a l'impression, par exemple, les adolescents souvent, ou les jeunes ont souvent l'impression que le cannabis est dépénalisé, quoi. Or, en fait, les inculpations pour les infractions de la législation de la consommation de substances psychoactives, et principalement pour le cannabis, augmentent considérablement. Vous verriez les statistiques, dans les 10 dernières années, ça augmente de manière très conséquente. Donc en fait, c'est juste quelque chose, il y a une réalité sociale. Et cette réalité sociale, il faut la souligner parce qu'en fait, ils ont cette impression-là. Moi, je donne des éléments de ce type-là quand je fais des cours là-dessus à la fac, etc. Et là, beaucoup d'étudiants ne se rendent pas compte de ça parce qu'en fait, on n'est pas forcément confronté à ça. Mais il y a une réalité de l'action de la société par rapport à ça. C'est juste un contrat social. Je veux dire, le contrat social, c'est que le cannabis, c'est illégal, et puis c'est comme ça. On peut en penser ce qu'on veut, c'est juste, si on veut changer ça, il faut voter, modifier, etc., etc. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que donc on peut donner ce message-là sur cette réalité-là de la société qu'on connaît mal. Il faut s'informer. Regardez, il y a un très bon site, si vous voulez regarder, avoir des informations sur des aspects statistiques, mais toutes sortes de statistiques concernant les addictions, c'est l'OFDT. l'Office français des drogues et toxicomanies, vous tapez OFDT, et c'est un super site, on a vraiment des outils épidémiologiques extraordinaires qui vous donnent beaucoup d'informations, qui est très facilement compréhensible, le nombre d'ivresses aiguës à 17 ans, on comprend facilement ce que c'est, et qui vous permettent d'avoir des éléments que vous pouvez restituer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on disait la fonction de parental, c'est aussi permettre l'apprentissage de la complexité du monde. Et on peut être ambitieux, on peut se dire ils ne comprennent rien, les adolescents, mais c'est ce que disait Florence à l'instant. Il y a plein de choses qu'ils comprennent. Après, l'attitude, la posture de dire oh, c'est trop compliqué, je comprends ce que tu me racontes, ça c'est une manière de défensive de vous mettre à distance. Mais que les choses soient complexes, qu'ils soient capables de comprendre ce qu'on leur dit, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc il faut être ambitieux dans ce qu'on leur dit, ambitieux individuellement, parce qu'on peut faire passer le message complexe. Mais c'est toujours pareil. Si on attend qu'un truc qu'on dit une fois fonctionne, il faut oublier. C'est pas comme ça que ça se passe.
fréquemment, pas tous les jours, c'est que je veux dire fréquemment une attitude où on est cohérent avec soi-même, et quand on a des incohérences, parce qu'on a tous des incohérences, qu'on soit capable de revenir dessus et de dire des choses et de dire il s'est passé ça pour telle et telle raison, et c'est des éléments importants. Et je pense que affronter la complexité du monde, c'est quand même un truc compliqué quand on devient adulte. On peut aider les jeunes à ça. Et bon, c'est un truc à faire. Une dernière question. Il faut bien que je choisisse. Donc voilà, au milieu. Mais alors, bonsoir. Mais alors, bonsoir également. En fait, j'aurais une question relativement singulière. En fait, ce serait sur une addiction à la solitude. Enfin, le fait d'être seul. Est-ce que c'est le possible? Besoin d'être seul. Oui, voilà, le besoin ou le désir en fait d'être seul. Et pourquoi ce serait une addiction? Je sais pas. Ça dépend si on devient associable. Non, en fait, je ne vais pas répondre à la place du spécialiste. Ça serait plus en fait de ne pas vouloir être avec les autres, dans le sens où on trouve ça énervant, c'est une discussion stérile, etc. C'est plus un besoin vraiment d'être seul. On peut parler d'addiction ou pas? Tout le temps. C'est-à-dire que vous parlez de vous, je pense. Moi, si j'aimerais bien être tout seul tout le temps, quoi. Enfin, c'est vrai que ça m'aiderait. C'est sympa de votre part d'être venu. Il y a 600 personnes ce soir. C'est justement pour arriver à si comprendre tout le monde ce peut genre de quitter la choses. salle pour laisser. Non, je pense que justement le champ des addictions, pour répondre précisément, le champ des addictions n'est pas extensible. Ça, c'est quelque chose qui a à voir avec la personnalité, la manière dont on perçoit la relation au monde. Voilà, tout simplement. Et je crois que ça n'a rien d'une addiction. Le tout, c'est de pouvoir parler aux autres quand on en a besoin. Le tout, c'est d'être capable d'exprimer ce qu'on ressent devant 500 personnes. Et ça veut dire qu'on est capable d'avoir une relation au monde de ce type-là, ce qui est important quand même. C'est ce qui est tout à fait, à mon avis, ça peut être notable. sympa, les autres. Hein. Ne serait-ce que pour les relations sexuelles. Si vous êtes tout seul tout le temps, après, ça peut tomber dans une autre addiction. Mais, Bon, merci beaucoup d'avoir été si nombreux ce soir. Je voudrais remercier une fois de plus la Mutuelle Générale et Céline Vignol qui nous accompagne aussi depuis des mois. ADAP avec Madame Léry, merci beaucoup de votre participation. Tout ça, ça demande une organisation avec JFD et nos copines Delphine, Magali et notre ami Bertrand qui réalisait tout ça ce soir. Vincent Rousselet-Blanc qui était là-haut et qui s'occupait de la rédaction en chef. Et puis bien sûr la mairie de Clermont-Ferrand sans laquelle rien n'aurait été possible. Et un spécial remerciement à Perrine Dijoux qui nous a, je ne sais pas où elle est, elle est tout là-haut, là, qui nous a escortés toute la journée, qui a permis à tous les étudiants en médecine de rentrer ce soir. Et puis un dernier mot, si vous avez besoin d'informations, je l'ai dit aux étudiants aujourd'hui, allodocteur.fr, c'est le site internet sur lequel vous aurez des informations médicales sérieuses. Merci beaucoup. Oui, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé.